Aujourd'hui, dans Côte à Côte, on vous emmène à Coquelles. Il y a 40 ans, c'était encore un village paisible, niché à quelques kilomètres de la mer. Aujourd'hui, la commune est devenue indissociable du tunnel sous la Manche et s'est imposée comme un véritable Eldorado du shopping. Ensemble, partons à la découverte de l'histoire de Coquelles, une commune qui s'est profondément métamorphosée et qui affiche encore de grandes ambitions. On démarre cet épisode ici à Eurotunnel et je suis en compagnie de John Keefe. Vous êtes directeur des affaires publiques ici à Eurotunnel. Bonjour. Bonjour, enchanté et merci d'être venu. Alors, vous êtes depuis très longtemps dans l'entreprise, depuis 1993, si je ne dis pas d'erreur, même avant que le tunnel soit mis en service. Qu'est-ce que vous retenez peut-être tout d'abord de cette époque, de votre arrivée ici dans l'entreprise en 93 ? 93, j'étais jeune d'abord, voire très jeune. C'était le chantier du siècle. C'était la plus grande site de construction en Europe à cette époque-là. Et c'était un moment, je dirais, privilégié parce que pour la première fois, le Royaume-Uni allait être relié au continent européen depuis l'âge de la glace. Donc, c'était vraiment un moment conséquent. Et c'était l'aventure. Moi, à l'époque, j'avais l'idée de partir un an ou deux et puis gagner de l'expérience à l'étranger, mettre sur mon CV le fait que j'ai participé au projet du siècle. Et 33 ans plus tard, je suis encore là. Un beau parcours. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu pourquoi, à l'origine, avait été choisi Coquelles pour installer ce tunnel ? Coquelles et Folkestone, de l'autre côté, sont les deux villes qui sont reliées par le chemin souterrain le plus adapté à un tunnel. Il y a une couche de craie bleue qui les relie tous les deux. Et cette craie bleue est à la fois une roche étanche, mais aussi facile à creuser. C'était au même temps le lien le plus court entre les deux pays et de la place. Derrière Folkestone, il y a une petite vallée où on a réussi à mettre un terminal qui fait 150 hectares. Ici, à Coquelles, on avait énormément de place, un terrain un peu marécageux à l'époque, mais plat. Et ce terrain plat permettait l'installation de toutes les infrastructures nécessaires pour une entreprise ferroviaire, que ce soit les plateformes, que ce soit les voies, que ce soit les bâtiments pour la maintenance, les zones pour le stockage, le stationnement des trains, tout était ici. Et donc c'est pour ça que Coquelles est la base la plus importante en taille d'Eurotunnel. Avec toutes ces années de recul, qu'est-ce que ça a apporté ici sur la commune de Coquelles et à ses habitants, ce tunnel qui est arrivé ? J'étais pas coquellois avant, je ne le suis non plus actuellement, mais je viens travailler ici tous les matins. Et ce que je peux vous dire, c'est que la ville s'est transformée. Et les terres qui étaient à l'époque agricoles ou marécageuses, se sont transformées également. Il y a eu le tunnel, il y a eu le terminal, l'activité de transport. Mais autour, Eurotunnel avait aussi une responsabilité, un devoir de développement du territoire. Tout ce qui est autour, la Cité de l'Europe, les magasins d'usines qui ont été créés à côté, ensuite les concessions automobiles, les hôtels, les centres de loisirs qui se sont créés autour. C'était à l'initiative d'Eurotunnel, faisant partie du traité de Canterbury et de l'accord de concession qui l'accompagne. Donc la ville et ses environs se sont totalement transformés de petits villages de campagne en centres d'activité immenses et très importants pour la région.
Au-delà de la transformation côté ville, ce qui a aussi beaucoup évolué, c'est, j'imagine, les métiers, les façons de faire ici au tunnel. Qu'est-ce qui a bougé depuis près de 30 ans? On a quelques 1800 personnes sur le site salariées d'Eurotunnel. Et avec ça, quelques milliers de personnes sous-traitants ou qui ont des emplois indus par l'activité du terminal. On avait dans le temps un petit village qui se concentrait sur ces activités locales. Là, maintenant, on a un rayonnement national, international, européen, avec tout un tas de métiers, non seulement directement liés à l'activité de transport, mais aussi dans la création d'activités pour l'avenir. Il y a eu depuis beaucoup d'innovations au niveau technologique. Est-ce que ces métiers, est-ce qu'il y a eu des évolutions, des transformations ici à Eurotunnel ces dernières années? L'évolution, la transformation, c'est continu ici. On avait en 1994 l'infrastructure ferroviaire la plus moderne au monde. Et on a essayé depuis de le maintenir en tête de classe. Si on tourne ici à peu près 400 trains par jour. Nous remplaçons nos rails avec une périodicité d'entre 5 et 8 ans. Mais nous allons augmenter notre capacité en tunnel de 400 à 1000 trains, à plus de 1000 trains par jour. Donc quand on fait ça, on aura besoin d'un côté de remplacer les rails plus fréquemment ou de développer des rails plus résistants. Et donc nous travaillons avec des universités et des chercheurs pour développer des rails qui sont plus résistants à l'usage avec le poids des trains, la longueur des trains, la vitesse des trains qui circulent dans le tunnel, pour aussi faire la qualité de prestation, mais avec une optimisation des coûts pour s'assurer qu'on a les meilleurs équipements tout le temps. Et vous me disiez 400 trains par jour. Est-ce qu'en termes de chiffres, ça représente combien de marchandises, combien de visiteurs si on prend les chiffres de l'année dernière, par exemple? Sur une année pleine, on fait passer 1 200 000 camions et 2 500 000 voitures ou véhicules de loisirs, camping-car, caravanes, motos. Et on a accompagnement, on a aussi des trains de marchandises complets qui voyagent du nord de l'Angleterre vers le sud de l'Europe, et des trains grande vitesse qui relient les grandes villes, Londres, Paris, Bruxelles, Amsterdam, et bientôt d'autres en Allemagne ou en Suisse. Donc, avec tout ça, on fait passer environ 20 millions de passagers par an. Donc, on a la taille d'un grand aéroport, essentiellement. Et en quoi ce Brexit, qu'on a connu il y a quelques années, a changé un peu les manières de faire? Quelles évolutions a connu le tunnel depuis que c'est devenu un petit peu une frontière? D'abord, l'Eurotunnel a toujours été une frontière parce que le Royaume-Uni a toujours été une île et a toujours maintenu des contrôles à la frontière pour les personnes et pour certains biens. Par contre, le Brexit a changé la donne parce que ça a changé les relations entre l'Europe et le Royaume-Uni de façon assez majeure. Et comme nous sommes le lien, on est la petite ficelle qui rejoint les deux côtés, ça a forcément eu un impact très important sur nos activités. D'un seul coup, on se trouvait avec des contrôles frontaliers beaucoup plus renforcés dans les deux sens. Et depuis, on a vu des changements, l'introduction des systèmes de contrôle à la frontière qui ne sont plus simplement pour des pays à l'intérieur de l'Union européenne, mais qui sont pour des pays tiers.
Le Royaume-Uni est devenu un pays tiers vis-à-vis de l'Europe. Et donc, tout ce qui est contrôle en douane pour des produits sanitaires, phytosanitaires, et aussi pour les personnes, ont été augmentés. Et vice-versa, dans le sens inverse, l'Europe, la France, est devenue un pays tiers par rapport au Royaume-Uni. Et donc, au niveau britannique, il y a encore des contrôles. Tout simplement pour préparer et développer des contrôles qui permettent le passage d'un côté à l'autre aussi rapidement que dans le passé, avant le Brexit, on a dû investir. Et on a investi dans des systèmes vidéo, de scanners, de capture de données qui nous permettent à distance de capturer, vérifier, valider le contenu, le véhicule, le contenu et la personne, le chauffeur de poids lourd, pour lui permettre de traverser aussi rapidement que s'il n'y avait pas ces contrôles, mais tout en captant les données nécessaires. Et maintenant, on est confiant qu'on a un système qui est aussi efficace que ça ne l'était avant le Brexit. Une autre évolution récente, on a eu le premier camion électrique qui a traversé grâce au tunnel. Est-ce que ça va dans une évolution future pour décarboner davantage le transport routier qui passe par le tunnel ? Absolument. Le maître mot pour Getlink et Eurotunnel, c'est bas carbone, haute simplicité. Au niveau de nos clients passagers, on voit de plus en plus chaque année de véhicules électriques ou hybrides. Ça commence à se faire au niveau poids lourd. C'est plus difficile. Il faut des batteries plus conséquentes, il faut des chargeurs très puissantes. Mais on fait l'essai pour voir est-ce que déjà le camion est capable de faire les distances dans les temps équivalents des moteurs à diesel. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on fait partie de cet essai. Et aussi quelles sont les différences en transport des véhicules à motorisation électrique. Nous installons, bien sûr, sur le terminal, beaucoup de chargeurs pour les clients. Ça a commencé avec les Tesla. Maintenant, on en rajoute chaque année parce qu'il y a une augmentation de la flotte de véhicules électriques. Mais on a un œil sur toutes les évolutions possibles. On a regardé dans la profondeur l'hydrogène, on regarde l'LPG, toute option potentielle pour l'avenir. On est là à l'étudier en amont pour pouvoir se préparer pour un transport différent à l'avenir. Merci John Keefe d'avoir répondu à nos questions. Je pense que pour conclure, on peut dire que en 30 ans, il y a eu énormément d'évolutions et d'après ce que vous nous dites, il y a encore énormément d'évolutions à venir pour le tunnel. Et on en a parlé, il a contribué à l'évolution économique aussi de cette commune de Coquelles. Et on vous propose de le découvrir avec ce reportage réalisé à la Cité Europe de Coquelles. Quand on pense à Coquelles, forcément, on pense au tunnel sous la Manche, mais pas uniquement. On pense aussi à la Cité Europe, car leur histoire, vous allez le voir, est liée. Et justement, pour en parler, je suis avec vous, Grégory Carrette, le directeur de la Cité Europe. Bonjour. Bonjour, merci pour votre visite. Alors, je disais, leur histoire est liée à la Cité et au tunnel. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Oui, tout à fait. Nous avons la chance aujourd'hui, cette année, en 2025, de fêter les 30 ans de Cité Europe qui a ouvert ses portes le 22 mars 1995, donc tout à côté du tunnel sous la Manche, pour bénéficier de ce lieu de passage, d'attractivité du territoire, qui nous permet aujourd'hui d'avoir une fréquentation annuelle record l'année dernière, puisque nous avons accueilli l'année dernière 6 millions de visiteurs à Cité Europe. La Cité Europe, vous l'avez dit, 6 millions de visiteurs. En termes d'infrastructure, on est sur quelle taille ?
Cité Europe, aujourd'hui, ce sont 140 boutiques. Vous avez une exhaustivité du secteur d'activité qui sont représentés avec de la restauration, de l'équipement de la personne, des services. Et aujourd'hui, Cité Europe, ce sont donc pas loin de 80 000 m². Pour illustrer un peu le propos, ayez en tête que 80 000 m², c'est une soixantaine de piscines olympiques. On se situe comment par rapport aux autres centres commerciaux de la région, du secteur? C'est un centre commercial qui est de taille relativement importante, qui nous permet d'être aujourd'hui leader sur notre zone de chalandise. Notre zone, aujourd'hui, elle est relativement étendue puisque nous avons des clients qui n'hésitent pas à faire 45 voire 60 minutes de route pour venir nous voir, qui viennent de Dunkerque, de Boulogne, de Saint-Omer bien sûr, mais de la Somme également. Et donc une clientèle assez éloignée qui nous permet d'avoir un flux régulier tout au long de l'année, tout au long de la semaine. Nous accueillons pas loin de 20 000 visiteurs par jour, avec également, et c'est important de le souligner, une vraie saisonnalité dans notre affluence, puisque Cité Europe est un centre saisonnier, le territoire est touristique, et donc aujourd'hui on peut estimer qu'un client sur 4, sur 5, fonction des années, vient nous voir sur la période estivale entre les mois de juillet et le mois d'août. Et forcément, du coup, le tunnel est un gros atout pour venir ici. La clientèle doit venir un petit peu au-delà de la région, d'un petit peu partout autour de nous, autour des Hauts-de-France. Bien sûr, le tunnel est un lieu d'entrée et de sortie du territoire, en l'occurrence d'entrée qui attire une clientèle étrangère. Et aujourd'hui, nous observons, avec le développement touristique du territoire, une clientèle de plus en plus internationale, notamment des Belges qui sont de plus en plus nombreux à venir nous visiter, des Allemands également et des Hollandais qui chaque année sont de plus en plus nombreux à venir visiter nos 140 enseignes. Des Anglais aussi, ou est-ce que c'est un petit peu plus difficile depuis le Brexit? Des Anglais en nombre un peu moins important depuis quelques années. Ils sont également moins présents sur le territoire, mais je vous le disais, toujours cette clientèle internationale avec ces évolutions, notamment sur les pays limitrophes. On l'a dit, la Cité Europe, c'est 30 ans. Est-ce que le centre a évolué depuis 30 ans? J'imagine qu'il y a eu des gros changements ici. Bien sûr, le centre a beaucoup évolué en 30 ans. Reprenons, alors peut-être pas les 30 ans, mais les quelques dernières années. Ayons en tête que depuis 2019, depuis l'année précédant le Covid, ce sont pas moins d'une cinquantaine d'enseignes qui nous ont rejoints, des enseignes de différents secteurs d'activité. Donc Cité Europe est aujourd'hui un centre dynamique qui continue à ouvrir de nouvelles enseignes. Nous avons accueilli cette année de la restauration avec la première ouverture en France du double concept au tacos Géladel, la 9e ouverture en France de l'enseigne Legami. Donc Cité Europe aujourd'hui attire de nouvelles enseignes et démontre une dynamique qui depuis plusieurs années ne faiblit pas. Et justement, vous me tendez une perche, on va aller rencontrer Carmen de l'enseigne Muy Mucho, qui est commerçante ici depuis 8 ans. La première boutique, je l'ai ouverte il y a 8 ans. On est sur la décoration et les senteurs de maison. Au niveau géographique, c'est vrai qu'on est dans une localisation qui est très optimale. Aussi, on a beaucoup de clientèle anglaise. C'est très attractif aussi pour les gens qui viennent de Belgique aussi. En plus, c'est vrai que l'ambiance entre nous, entre les commerçants, c'est très agréable. On se connaît entre nous. On partage aussi des soirées, des offres quand on a des événements. C'est vrai qu'on essaye de participer, être très solidaire. Et donc, du coup, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on apprécie énormément. On vient d'écouter le témoignage de Carmen. Comment est-ce que vous choisissez les enseignes qui sont présentes ici à la Cité? Alors comment on choisit une enseigne? Aujourd'hui, je vous le disais, 140 enseignes. Vous avez l'ensemble des secteurs d'activité qui sont représentés. Le choix des enseignes, il se fait en fonction des attentes de nos clients. Notre priorité, c'est de développer l'attractivité de Cité Europe, donc de savoir quelles enseignes sont attendues par nos clients et d'attirer des enseignes qui soient suffisamment attractives
pour générer du trafic supplémentaire dans le centre et profiter à l'ensemble des 140 enseignes qui sont déjà présentes dans le centre. La cité, c'est des boutiques, des commerçants, des clients et des événements tout au long de l'année. Bon, là, on tourne pendant les fêtes de fin d'année. Est-ce qu'il y a de l'animation? Est-ce que ça vit tout au long de l'année? Oui, bien sûr. Cité Europe vit, c'est une très belle expression, vit tout au long de l'année. Cité Europe, au-delà d'être une destination shopping, c'est une destination loisir, c'est un lieu de vie, un lieu d'échange, un lieu de partage, et on s'attache tout au long de l'année à proposer des animations gratuites pour les familles, à accueillir des associations locales, des associations sportives, à faire des opérations de sensibilisation pour que Cité Europe soit vraiment un lieu de vie, d'échange. Et en tout cas, c'est notre ambition ici à Cité Europe que de contribuer au rayonnement de l'ensemble des acteurs du territoire. Merci Grégory Carrette d'avoir répondu à nos questions. Et on est également allé poser des petites questions aux clients de la cité, savoir ce qu'ils pensaient de ce lieu de vie, comme on l'a dit. Quand je viens, c'est un peu pour me balader, faire quelques achats, pour le cinéma aussi. Moi j'aime bien parce que je trouve qu'en général il n'y a pas trop de monde et puis il y a quand même pas mal de magasins, donc oui, c'est bien. Il y a de la diversité. On vient régulièrement à Cité de l'Europe, je dirais 2 fois par mois, parce que ça reste quand même un très grand centre commercial du coin. Qui selon moi peut être comparable au rallye. On retrouve quand même énormément d'enseignes, on peut faire énormément de choses. Là il y a une salle de sport qui va ouvrir, donc c'est littéralement, on peut dire, une petite ville. Une petite ville dans la ville, née grâce au tunnel sous la Manche. Un projet qui continue de faire vivre le territoire jusqu'à Calais. Dans cet ESAT, les personnes en situation de handicap donnent une seconde vie aux anciens vêtements des salariés de Getlink. Des gestes précis, des tissus orange découpés avec soin et des machines qui tournent sans relâche. Dans cet atelier couture, 8 salariés en situation de handicap travaillent chaque jour à la fabrication de sacs à dos. Tout commence avec les parkas usagés des salariés de Getlink. Après avoir été triés, lavés puis découpés, place à l'assemblage. Il faut environ 1 parka et demi pour fabriquer un sac. Ils ne voulaient pas garder leurs parkas bêtement. Ils ne voulaient pas non plus les jeter. Donc ils ont trouvé à travers nous quelque chose RSE qui leur convenait bien. Lucie, la monitrice de l'atelier, a imaginé les patrons pour récupérer le plus de tissu possible et limiter les déchets. On se sert de tout le parka, peut-être pas la capuche encore pour l'instant, mais on le conserve parce qu'on a l'idée peut-être d'en faire d'autres projets. Donc en fait, les manches sont le devant du sac à dos, la partie dos et le dos du sac à dos. On récupère les fermetures, la poche aussi centrale. Ne dépasse pas de ton tissu orange parce que le noir, tu vois, il va être égalisé après. Même si Getlink est un gros client, la pression reste limitée. Ici, chacun progresse à son rythme, sous l'œil bienveillant de Lucie. Mon travail, moi, c'est de faciliter les étapes de travail pour que ça soit le plus simple possible, de les former aussi aux nouvelles tâches qui peuvent arriver, de les rassurer, de les encourager. Et aussi, on a la partie soutien, la partie aussi où on travaille leurs projets personnalisés tout au long de l'année. Tu veux faire le modèle, Cindy ? Top modèle, profites-en. Pour Cindy, 39 ans, mère de 3 enfants, cet atelier est aussi un lieu d'apprentissage. Comme ça, on apprend la couture. Vous saviez pas du tout coudre avant? Non, c'est notre monitrice Lucie qui m'a appris. Camille, 21 ans, continue même à pratiquer la couture chez elle. Chez moi, j'en fais beaucoup, c'est les chouchous, les réparations et tout. Les sacs sont fabriqués par série. Près de 250 ont déjà été réalisés pour Getlink. Ils ont fait une formation pour pouvoir rentrer sur le site, certains. Donc ils sont très fiers d'y aller, quoi, et de voir leur sac à dos aux épaules des salariés. Les ateliers du Détroit continuent d'innover. Sacs bandoulières, sacs à main, petits sacs à dos, de nouveaux modèles sont en préparation. Et comme leur travail est de qualité, Eurotunnel leur a également confié la mission de réaliser des housses pour les sièges de leur train.